Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. On lit toujours le manifeste. On était rendu à la deuxième partie des fondements, mais en fait, c'est la contradiction des impératifs et la société humaine. Et je vous le dis, ça devrait être plus intéressant. Je suis déjà beaucoup plus animée que la dernière fois. Au moins, on n'est pas 5 heures le matin quasiment. L'existence de la contradiction des impératifs a naturellement produit des forces oppositionnelles à des degrés variés de sévérité entre les deux sexes dans toutes les sociétés humaines existantes jusqu'à présent. Historiquement, nous avons vu que la transition du mode de vie primitif de chasseur-cueilleur de la vie humaine vers la civilisation primitive elle-même a entraîné l'établissement de réglementations ou restrictions qui ont été imposées de manière légaliste aux populations humaines et sans lesquelles la civilisation ne se serait pas développée du tout. Certaines de ces réglementations étaient directement impliquées dans l'amélioration des dynamiques antagonistes entre les sexes produites par la contradiction des impératifs. La principale de cette catégorie de réglementation était la pratique de la monogamie. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la monogamie? Ça se définit ici comme deux individus d'une espèce donnée qui se réunissent pour former une paire sociale et vivent ainsi en coopération l'un avec l'autre tout en s'accouplant occasionnellement et en produisant une progéniture ensemble. Progéniture qui est soignée et élevée par la paire. Donc bref, on parle de couple. Certains animaux non humains s'y engagent, mais cela est principalement connu pour se produire parmi les humains civilisés. La raison pour laquelle la monogamie était si cruciale en tant qu'ingrédient dans la création des premières civilisations était la manière très puissante dont elle améliorait la vie de la large catégorie d'humains mâles adultes de capacité physique et d'attractivité simplement moyenne, ou en d'autres termes, les personnes qui composaient l'immense majorité de ces travailleurs urbains et agricoles qui construisaient physiquement l'infrastructure des premières civilisations. Dans les temps précédents, avant que la monogamie n'ait été instituée, cette large classe de mâles était habituellement soumise à une existence pleine de dureté et de brutalité. Leur courte vie était composée en grande partie de servir de petites communautés qui ne leur bénéficiaient pas beaucoup. Ou plus spécifiquement, ils servaient les femelles qui elles-mêmes ne se reproduisaient toutes qu'avec quelques-uns des mâles, manifestement ceux qui étaient les plus forts et attractifs, et qui se tenaient des rôles de leadership dans les sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs. Ici, on peut voir un peu l'effet initial. Un peu. Cet état de choses est resté pendant longtemps au point où il est même le cas que tandis que la plupart des humaines femelles qui ont vécu dans le passé étaient en effet capables de se reproduire, la plupart des humains mâles qui ont vécu dans le passé n'ont en réalité jamais fini par se reproduire du tout, car la plupart d'entre eux vivaient dans ces jours primitifs et se trouvaient parmi la large catégorie de mâles qui n'étaient pas désirés en tant que partenaires d'accouplement par les femelles et qui n'étaient pas assez forts ou organisés pour prendre le pouvoir au mâle dominant. On voit un peu d'initial là-dedans. Un homme qui voudrait bien pogner avec les filles, mais qui ne pogne pas avec les filles. Ici, on a un petit chiffre qui est le 9. On a des livres encore sur la biologie, l'évolution et tout. Si on s'en va directement vers le résumé, ça dit « Ce dernier article nous démontre que les choses étaient à leur pire absolu socialement pour les mâles communs il y a environ 8000 ans. Lorsque le ratio de diversité génétique femelle-mâle était le plus biaisé en faveur du côté femelle, la taille effective de la population femelle étant jusqu'à 17 fois plus grande que la taille effective de la population mâle. L'agriculture avait en effet déjà vu le jour à ce moment-là, mais elle ne s'est pas largement établie avant environ 7000 ans. Les premières civilisations apparaissant en conséquence pas plus tard que 6000 ans. Ce dernier article démontre également que durant ces périodes plus récentes, une fois que la civilisation a été établie. Donc maintenant, on revient dans notre lecture principale. Finalement, le mode de vie répandu des chasseurs-cueilleurs commença à être remplacé dans certaines régions par des modes de vie agricoles. Dans les régions où ce changement s'est produit, sont apparues les premières formations de civilisation humaine et, au sein de celle-ci, l'institution initiale de la monogamie comme pratique sociale.
Une fois la monogamie instituée, la vaste classe des hommes ordinaires se trouva dans une situation bien meilleure qu'auparavant car, grâce à la monogamie, ils n'avaient plus à passer leur vie dans une misérable solitude et une brutalité sauvage pour ensuite mourir jeunes sous la coupe d'un homme plus fort ou d'un animal sauvage carnivore. Au sein des cités et États agricoles monogames des premières civilisations, souvent très communautaires, ces hommes pouvaient désormais vivre dans une paix relative, se consacrer aux travaux agricoles, développer la civilisation et vivre avec leurs épouses. Ayant obtenu un accès sûr et stable à l'intimité grâce à l'institution de la monogamie, ces hommes pouvaient désormais faire l'expérience de la copulation et de l'amour romantique, atteignant ainsi l'épanouissement personnel qui leur était auparavant inaccessible. Leur sort s'était donc considérablement amélioré à tout égard, et la civilisation pouvait désormais progresser puisque la majeure partie de la population masculine était désormais stabilisée et se reproduisait par la monogamie. Tantôt, on avait un petit 10, ça dit exactement: dans ce travail, j'utilise le terme mâle commun pour désigner essentiellement tous les humains mâles qui ne sont ou ne furent pas parmi le groupe des mâles les plus physiquement attractifs, pour la plupart des humaines femelles dans une société donnée. La majorité des humains mâles qui sont en vie aujourd'hui ou qui vivaient à n'importe quelle époque donnée sont et étaient en fait des mâles communs. On revient maintenant dans le texte. Ce nouvel arrangement, cependant, ne profita pas uniformément à tous les groupes de population. En effet, sous la monogamie des premières civilisations, la plupart des femmes, bien que leur sort se soit amélioré à bien des égards, grâce notamment à un accès plus facile à la nourriture, une sécurité accrue au quotidien et l'existence de communautés plus fortes et plus unifiées, ne pouvaient plus s'adonner à la satisfaction excessive de leurs besoins biologiques comme elles le faisaient autrefois. Elles se retrouvaient désormais liées légalement à un seul homme, tandis que les rares mâles avec lesquels elles désiraient le plus ardemment s'unir étaient soit éloignés et inaccessibles dans leur palais, soit eux-mêmes monogames. Enfin, il y a la petite catégorie d'hommes très recherchés comme partenaires par les femelles. Le ratio de diversité génétique femelle-mâle s'est modifié rapidement et dramatiquement, passant à devenir plus équitable et par là plus favorable aux mâles communs. Cette réalité ne peut être expliquée que par le fait que la monogamie était largement instituée parmi les premières civilisations en croissance. Là, ça a l'air qu'il y avait un petit chiffre que c'était le 11, mais je sais pas, je le vois pas. Fait qu'on va juste lire c'est quoi exactement qu'il disait. Bien sûr, il est le cas que malgré sa réalité, dans les temps anciens, beaucoup de femmes ont encore réussi à trouver des moyens d'échapper aux limitations, que ce soit sexuelles et financières, de la monogamie à la fois temporairement et complètement. Et certaines des façons dont elles y sont parvenues étaient de devenir concubines pour des hommes puissants, de s'engager dans l'infidélité ou simplement de se tourner vers la prostitution. Un tel exemple peut être trouvé chez Hérodote. Maintenant, je cite Hérodote. Les filles de la classe ouvrière en Lydie se prostituent sans exception pour collecter de l'argent pour leur dot et continuent cette pratique jusqu'à ce qu'elles se marient. C'est Hérodote, Histoire, livre 1, chapitre 93. Un tel comportement, cependant, était plutôt limité dans l'ensemble à cause de la manière dont les autorités dominées par les mâles faisaient généralement respecter les lois monogames à cette époque. Maintenant, on revient dans le texte. Enfin, nous avons la petite classe de mâles qui était fortement désirés comme partenaires d'accouplement par les femelles. Ces types semblent avoir bénéficié le moins globalement du passage sociétal vers l'agriculture et la monogamie, car auparavant, ils étaient les maîtres incontestés de leur royaume primitif de chasseurs-cueilleurs, étant capables d'avoir des femmes en abondance pratiquement infinie et avec pratiquement aucune répercussion, tandis que dans les nouveaux états-cités agricoles d'un autre côté, il y avait souvent de sévères répercussions pour eux s'ils violaient les lois établies, et ils devaient en plus lutter pour le pouvoir avec les mâles plus doux et civilisés qui opéraient non par la force brute, mais par la sagacité et la connaissance. Ces hommes qui auraient été des cibles faciles pour l'élite, les hommes puissants et forts dans les temps antérieurs,
mais qui se trouvaient maintenant sous la protection généralement ferme des nouvelles lois et de leurs exécuteurs, tout en ayant également accès à de nouvelles armes en métal qui leur donnaient une chance de combat contre des mâles plus grands et plus forts. Et ainsi, il en fut que l'antique civilisation monogame commençait aussi loin que nous puissions le dire en Mésopotamie, émergeant également ailleurs dans des endroits tels que la Chine et l'Inde, et se répandit organiquement à travers une grande partie de l'Eurasie, civilisant de nombreuses populations et les amenant à une manière de vivre plus ordonnée, douce, agricole, harmonieuse et monogame. Maintenant, la nouvelle manière de vie qui était venue à l'existence, bien qu'elle ait en effet fourni de nombreuses améliorations, était encore loin d'être idéale et il y avait en fait encore beaucoup de guerres, de famines et de pestilences. Tandis qu'il est également le cas que le pilier principal de la structure économique de ces sociétés antiques était l'esclavage. Tracé en détail le développement du reste de la civilisation humaine jusqu'au moment présent serait une tâche assez lourde et serait également au-delà de la portée de ce travail, car ce que nous essayons de faire ici n'est pas d'obtenir une vue exhaustive de toute l'histoire, mais simplement de comprendre l'état actuel des choses avec clarté. Maintenant, on avait des petits chiffres, on s'en va au 12e point. Un récit semi-mythologique de ce processus est donné par Marcus Tullius Cicéron. Citation, car il y eut un temps où les hommes erraient librement dans les champs comme des animaux et vivaient de nourriture sauvage. Ils ne faisaient rien par la guidance de la raison, mais s'appuyaient principalement sur la force physique. Il n'y avait pas encore de système ordonné de culte religieux ni de devoirs sociaux. Personne n'avait vu de mariage légitime, ni personne n'avait regardé des enfants qu'il savait être les siens, ni il n'avait appris les avantages d'un code de loi équitable, et ainsi, par leur ignorance et leur erreur, une passion aveugle et déraisonnable se satisfaisait par un mauvais usage de la force corporelle, qui est un serviteur très dangereux. À ce moment, un homme grand et sage, j'en suis sûr, prit conscience du pouvoir latent dans l'homme et du vaste champ offert par son esprit pour de grandes réalisations si l'on pouvait développer ce pouvoir et l'améliorer par l'instruction. Les hommes étaient dispersés dans les champs et cachés dans des retraites sylvestres quand il les assembla et les rassembla conformément à un plan. Il les introduisit à chaque occupation utile et honorable, bien qu'il s'y oppose d'abord à cause de sa nouveauté et quand, par la raison et l'éloquence, ils eurent écouté avec une plus grande attention, il les transforma de sauvages féroces en un peuple gentil et doux. Par Marcus Tullius, le livre 1, chapitre 2. Et le 13e point maintenant. Cela étant dit, il convient de noter que cet esclavage antique était, au moins en Europe généralement, bien moins brutal que l'esclavage qui allait advenir plus tard après l'essor des sociétés capitalistes dans le sud, antebellum et dans le monde islamique. Ainsi, il suffira de dire que pendant de nombreux siècles, alors que les sociétés antiques se réformaient en sociétés féodales et que ces sociétés féodales se réformaient ensuite en sociétés capitalistes basses, il est le cas que la monogamie est restée assez fermement en place tout au long et par conséquent, la plupart des mâles communs étaient capables de vivre des existences relativement épanouissantes, étant capables d'avoir des familles avec leurs épouses et de contribuer à leur société, que ce soit en tant que travailleurs, artisans, poètes, soldats ou philosophes. Tout cela était possible car ils n'avaient pas à gaspiller leur vie dans une compétition sexuelle sauvage, insensée et brutale comme ils le faisaient autrefois dans les temps primitifs. Récemment, cependant, il y a eu un grand changement dans les choses et là où autrefois les antagonismes qui résultent de la contradiction des impératifs étaient largement atténués par l'institution de la monogamie. Il est maintenant en réalité le cas que dans les sociétés capitalistes hautes, c'est-à-dire dans les sociétés du monde occidental, la monogamie n'est plus prévalente du tout et en résultant, nous trouvons présente une distribution vastly inégale, encore le mot vastly que je sais pas c'est quoi, inégale de l'intimité parmi les populations humaines de ces nations. Une inégalité biaisée pas si différente de celle qui existait dans les temps primitifs
en ce que nous trouvons que la plupart des femelles ne copulent qu'avec un petit groupe fractionnel des mâles. Afin de comprendre comment les présentes sociétés capitalistes hautes sont venues à l'existence et exactement pourquoi il est que la monogamie n'est pas quelque chose qui prévaut en leur sein, dans le prochain chapitre, nous examinerons les circonstances relativement récentes du 20e siècle qui ont mené à la création de l'état actuel des choses dans la société occidentale. Voilà pour ce chapitre-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact et on se retrouve pour le prochain chapitre. Merci, ciao, bye.